Un avion de ligne abattu par un missile au-dessus de la mer Noire, 77 personnes à bord, aucun survivant. L'appareil reliait Israël à la Sibérie. On a cru à un attentat. Il s'agirait en fait d'un accident, d'une terrible bévue de l'armée ukrainienne en manœuvre à ce moment-là. La Russie l'affirme, l'Ukraine dément. Les accusations contre Ben Laden se précisent. Jacques Chirac le désigne nommément. Tony Blair livre de nouveaux éléments et surtout le Pakistan se dit à présent convaincu de sa culpabilité. La catastrophe de l'Erika, expertise judiciaire très sévère pour Totalfina et pour l'État. L'autorisation de naviguer du navire était apparemment caduque et les procédures d'urgence n'ont pas fonctionné. La rentrée universitaire, 8000 étudiants de plus que l'an passé. Invité de questions ouvertes à la fin de ce journal, Jack Lang, ministre de l'Éducation, est particulièrement attentif au climat en ce moment dans les cours de récréation. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Ce serait donc une erreur tragique, mais on attend toujours confirmation des autorités ukrainiennes. Pour l'instant, c'est la confusion. En début d'après-midi, un Tupolev de la compagnie russe Siberian Airlines a explosé en vol, atteint par un missile solaire. 77 morts donc, image commentée par Bernard Lebrun. Nous sommes à bord de l'hélicoptère russe du ministère des situations d'urgence. Seuls passagers, les plongeurs sauveteurs se rendant sur la zone du crash. Vu du hublot, on aperçoit une longue traînée de kérosène et en se rapprochant de très nombreux débris du Tupolev 154 d'Air Siberia. Au loin, un premier bateau de secours bien inutile s'approche, pas âme qui vive à la surface. Les 66 passagers et 11 membres d'équipage ont péri. Le vol Tel Aviv-Novosibirsk, capitale de Sibérie, a quitté l'aéroport Ben Gourion peu avant 10 h ce matin. À son bord, nombre de passagers israéliens d'origine russe partant visiter leur famille. L'avion a-t-il, oui ou non, respecté son plan de vol? Semble-t-il, il ne devait pas survoler la mer Noire, lieu du crash. Que s'est-il passé? Une certitude, à 13 h 30, l'avion alors au-dessus du Bosphore communique avec le contrôle aérien russe de Rostov-sur-le-Don. Tout va bien à bord. 14 minutes plus tard, le Tupolev disparaît des écrans radars de Rostov. Immédiatement au Kremlin, Vladimir Poutine réunit son ministre de la Défense, Sergueï Ivanov, et le chef des services secrets. Quelques minutes après, lors de cette conférence des ministres européens de la justice, Poutine évoque avec gravité l'hypothèse d'un attentat terroriste. À l'aéroport d'arrivée, c'est le drame. Les familles qui attendaient viennent d'apprendre brutalement la nouvelle par la compagnie, qui alors ignore tout des raisons de cette catastrophe. Au siège moscovite d'Air Siberia, le téléphone n'arrête pas de sonner. 4e compagnie aérienne de Russie, elle est réputée pour son sérieux. Sa flotte de 30 appareils comprend 20 Tupolev 154, l'autobus russe, un avion de 1972 qui a connu une série noire depuis 1994, 4 crashs en 3 ans. Attentat ou accident. Ce soir, la bataille des communiqués fait rage entre Kiev et Moscou. La Russie est très affirmative. Selon ce responsable, l'avion a été abattu accidentellement par un missile ukrainien. L'Ukraine, elle, dément formellement par la voix de son ministre de la Défense toute forme de tir accidentel de missiles sol-air. Sur les lieux de la catastrophe, en zone russe de la mer Noire, les enquêteurs vont tenter de récupérer les boîtes noires de l'appareil qui reposent à 1000 mètres de fond. Pour plus d'explications, on ira dans un instant à Moscou. D'abord, le drame vécu à Tel Aviv. À l'aéroport Ben Gourion, tous les vols ont été suspendus cet après-midi. Ils ont repris il y a quelques minutes. Sur place, Charles Anderlin, Mossi Hermon. Scène de douleur, les parents, les proches des passagers du vol 1812 viennent aux nouvelles. Les radios, les télévisions en Israël ont déjà annoncé qu'il n'y a pas de survivants. À l'aéroport Ben Gourion, tous les décollages ont été retardés, le temps de vérifier les mesures de sécurité. Des milliers de passagers en partance sont à nouveau contrôlés. Les bagages déjà chargés dans les avions sont revérifiés. La sécurité ici est des plus strictes. Nous n'avons pas été autorisés à la filmer. Les voyageurs de toutes les compagnies font systématiquement l'objet d'interrogatoires souvent longs et fastidieux. Les bagages sont passés aux rayons X et dans des détecteurs d'explosifs sophistiqués. C'était le cas aussi pour les passagers de l'avion de la compagnie Sibir. L'appareil était arrivé hier soir de Novosibirsk. Il a été vérifié et ce matin, tous ceux qui sont montés à bord ont subi les contrôles habituels. Charles Anderlin, quel est le sentiment qui domine en Israël? La douleur ou le soupçon, puisque l'origine de l'explosion n'est pas totalement éclaircie? Écoutez, à l'heure actuelle, c'est certainement la douleur. Le pays est en état de choc. Il faut vous dire que hier soir, à Jérusalem, il y a eu un attentat. 2 Israéliens ont été sérieusement blessés. Cet après-midi, alors que les chaînes de télévision diffusaient en direct des informations en continu sur le crash du Tupolev, est arrivée l'annonce d'un nouvel attentat à Afula.
Tout cela s'ajoute à une atmosphère extrêmement lourde en Israël, mais malgré cela, les Israéliens tentent de vivre normalement. Et aujourd'hui, malgré tout, effectivement, il y a eu une grande marche dans Jérusalem. Merci Charles. Il y a une certitude, l'armée ukrainienne était bien en manœuvre avec l'armée russe en Crimée, tout près donc du lieu de l'explosion. Des batteries antiaériennes ont effectué une vingtaine de tirs de missiles. Les Russes, je vous le rappelle, ont confirmé l'hypothèse de l'accident. À Kiev, capitale de l'Ukraine, on dément toujours et on insiste aussi sur le fait que l'avion, avant même l'explosion, vous l'avez entendu, avait dévié de sa trajectoire habituelle. Dominique Derda, Franck Brisset. Depuis début octobre, la marine, l'aviation, la défense antiaérienne ukrainienne sont en manœuvre. Un exercice militaire de grande ampleur au large de la Crimée. Selon un correspondant de l'agence de presse russe Itartas, l'Ukraine devait aujourd'hui effectuer des tirs de missiles destinés à intercepter des avions espions sans pilote. Elle devait également, et pour la première fois, tester un nouveau système de radar qui automatiquement, du moins en théorie, transmet au poste de tir les coordonnées de l'objectif à atteindre. De là, imaginer que l'avion de la compagnie aérienne sibérienne fut pris pour cible par l'armée ukrainienne, il n'y a qu'un pas. À Sébastopol, un responsable du service de presse de la marine russe affirme que l'avion a bien été touché par un missile ukrainien d'une portée de 400 km. Mais à Kiev, au ministère ukrainien de la Défense, on maintient encore en début de soirée contre vents et marées que l'avion volait hors de portée des tirs. Sur la liste noire des catastrophes en tout genre imputables à l'armée ukrainienne, ce ne serait pas et de loin le premier incident. Le 22 avril 2000, lors d'autres manœuvres, un missile comme celui-ci, qui devait atterrir sur un terrain d'exercice, est venu frapper de plein fouet un immeuble d'habitation non loin de la capitale. Bilan, 3 morts. Autant dire qu'en Ukraine, dont l'économie est au plus bas, l'appareil politique tout entier rongé par la corruption, l'armée brille surtout par son incompétence et son délabrement. Dominique Derda, vous êtes donc notre correspondant à Moscou, où on semble considérer finalement que les Ukrainiens ne veulent pas reconnaître leur bourde. Oui, en fait, ce soir, les dernières informations ne proviennent ni de Moscou ni de Kiev, mais de Washington. La télévision russe, il y a moins d'une heure, citait un porte-parole américain qui laissait entendre que ce serait bien en effet un missile ukrainien qui aurait abattu l'appareil. Vous savez, les États-Unis connaissent bien l'Ukraine depuis l'indépendance de cette ex-république soviétique. Pour l'éloigner du giron de Moscou, ils ont injecté des centaines de millions de dollars dans l'économie ukrainienne. Et puis, sous les couleurs de l'OTAN, des officiers, des soldats américains participent régulièrement depuis plusieurs années à des manœuvres communes avec l'armée ukrainienne. Les dernières ont eu lieu en juillet dernier dans l'ouest de l'Ukraine, la région de Lvov. Alors si ce soir, à Washington, on se garde encore d'affirmer que c'est bien un missile ukrainien qui est abattu, l'appareil, c'est avant tout sans doute pour des raisons diplomatiques, pour laisser à Kiev, la capitale ukrainienne, pour laisser à Kiev le temps de trouver une excuse, une réponse officielle pour répondre à ce terrible soupçon qui pèse désormais sur les forces armées ukrainiennes. Merci Dominique. Vous nous rappelez bien entendu dans le cours de ce journal si vous avez de nouvelles informations, notamment si on fait de nouveaux commentaires à Kiev. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce drame au-dessus de la mer Noire. Israël, par ailleurs touché par un nouvel attentat, Charles Anderlin le mentionnait, un Palestinien déguisé en militaire israélien a ouvert le feu dans une gare routière dans le nord du pays avant d'être abattu par la police. Bilan 2 morts et 13 blessés, dont plusieurs grièvement. C'est dans ce contexte que se poursuivent les préparatifs de l'opération Liberté immuable. Principale information aujourd'hui, les accusations contre Oussama Ben Laden se précisent. Le Pakistan se dit convaincu, Tony Blair donne des détails et en France, Jacques Chirac se montre plus précis que jamais. Gilles Rabin. Premier chef d'État européen à s'exprimer à propos des preuves fournies par les Américains sur la culpabilité de Ben Laden, Jacques Chirac ce matin à Montpellier. Tout converge à identifier Oussama Ben Laden et ses réseaux comme les auteurs de ces attentats. Ils doivent rendre compte de leurs crimes. Et la France participera à l'action qui vise à neutraliser ces réseaux qui, on le sait aujourd'hui, auraient pu perpétrer des attentats sur notre propre territoire. Avant de s'envoler pour Moscou, où il doit s'entretenir avec le président russe, Tony Blair, le Premier ministre britannique, a convoqué en urgence le Parlement pour dire que sa conviction était faite. Personnellement, mais aussi pour tout mon gouvernement, après avoir étudié l'ensemble des documents, nous n'avons absolument aucun doute que Ben Laden et son réseau sont directement responsables des attentats du 11 septembre.
Même le Pakistan, partenaire obligé de la coalition diplomatique et militaire autour des États-Unis et ancien parrain du régime des talibans, a qualifié ces preuves, je cite, d'impressionnantes et a souhaité qu'elles soient rendues publiques. Tony Blair qui a même donné des détails puisqu'il a indiqué que 3 des pirates de l'air identifiés, des 19 pirates de l'air, avaient des liens formellement identifiés avec Oussama Ben Laden. Le Pakistan qui fait chorus avec l'Occident, c'est bien sûr le point le plus important. Philippe Rochaud, vous êtes en direct à Peshawar. Est-ce que cela signifie que les Pakistanais vont vraiment faire bloc et appuyer l'opération Liberté immuable ? Alors, les Pakistanais ont déjà choisi leur camp occidental, le camp américain, c'est-à-dire qu'ils vont mettre vraisemblablement leur espace aérien à la disposition des forces américaines et britanniques si elles veulent frapper en Afghanistan. Cela ancre un peu plus le Pakistan dans le camp occidental. Maintenant, le général Musharraf devra s'en expliquer, notamment auprès des mouvements islamistes qui menacent déjà d'attentats, notamment à Karachi. Il y a ce soir une véritable mise en garde à Karachi avec 30 000 soldats qui patrouillent dans les rues parce qu'on craint des attentats. Les Pakistanais envisagent aussi une nouvelle mission à Kaboul pour montrer aux talibans les preuves qui accusent Ben Laden sur ces attentats. Maintenant, les talibans, on le sait, ne reviendront certainement pas sur leur décision de continuer de protéger Ben Laden et ils le protégeront sans doute jusqu'au bout. Merci Philippe. En tout cas, le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, poursuit ses efforts pour souder la coalition. Après l'Arabie Saoudite et avant l'Égypte, c'est à Oman qu'il s'est arrêté aujourd'hui. Oman, allié stratégique de Washington dans les crises précédentes et actuellement engagé dans des manœuvres avec les Britanniques. Sur place en Afghanistan, les combats continuent entre talibans et rebelles, mais de toute évidence, les opposants attendent un signal américain avant de lancer une offensive d'envergure. Sur la ligne de front, on retrouve Jérôme Bonny et Patrick Desmully. Légère décharge d'adrénaline pour le commandant Mustafa au passage d'un chasseur bombardier. Un appareil pakistanais, selon lui. Il ne vient pas de Kaboul? Non, non, il ne vient pas de Kaboul. Il n'y a qu'un jet à Kaboul. Cela fait un quart de siècle que le commandant Mustafa combat. Depuis 3 ans, il tient la ligne de front qui traverse son village de Rabat, à 50 km au nord de la capitale Kaboul. Nous sommes en vue des positions des talibans. Le commandant affirme avoir sous ses ordres une 60aine de postes, comme celui sur lequel il nous amène. Les tirs des talibans ne semblent pas inquiéter les moudjahidines. Le commandant leur demande de ne pas riposter en raison de notre présence. Les combattants sont des villageois, des vignerons, des paysans soldats de tous âges réquisitionnés pour contenir la poussée des talibans. Nous n'aimons pas la guerre. Nous ne voulons pas nous battre. Ce sont tous ces étrangers en face qui nous y forcent. Nous sommes dans notre village et nous devons le défendre. Le commandant Mustafa sait qu'il y aura encore des batailles, mais ses ennemis talibans, dans la ligne de mire des États-Unis, ne sont plus en position de force. D'après Alain Richard, une intervention armée n'est pas pour demain. Les décisions d'entrer en action ne sont pas prises, a indiqué le ministre de la Défense ce matin, en ajoutant qu'on en saurait plus dans quelques semaines. Les talibans, eux, multiplient les signaux contradictoires, offres de négociations et dans le même temps, menaces à peine voilées. Ainsi, la journaliste du Sunday Express, arrêtée il y a quelques jours alors qu'elle était entrée clandestinement à Kaboul, est accusée d'être une espionne, une membre des forces spéciales britanniques. Elle sera prochainement jugée. Image maintenant des réfugiés qui parviennent à passer au Pakistan. Ils sont de plus en plus nombreux. La situation dans les hôpitaux est de plus en plus critique. Commentaire Vincent Nguyen. Ils ont pris la route pour fuir la famine et la guerre, mais en chemin ils ont croisé la maladie. Le destin semble s'acharner sur ces réfugiés afghans qui, à peine arrivés au Pakistan, se retrouvent à l'hôpital. Le voyage a été pénible, surtout pour les enfants. Une quarantaine arrive chaque jour dans cet établissement de Peshawar, exténués, souffrant de malnutrition, blessés. Le petit Moudjahed raconte qu'il jouait lorsqu'une énorme explosion lui a fait perdre conscience. Il s'est réveillé ici avec ses bandages, victime d'une mine antipersonnelle. L'Afghanistan fait partie des 4 pays les plus minés au monde. Alors que le budget de cet hôpital a été récemment réduit d'1 tiers, on compte parfois 3 enfants par lit. Les médecins appellent à l'aide.
On manque de personnel, on est débordé. Et nous avons besoin de plus de monde et de médicaments pour soigner tous ces réfugiés. Dans cet autre hôpital pakistanais, qui lui aussi accueille des réfugiés afghans, on craint la propagation d'un virus de type Ebola. Un homme en est mort ce matin et les médecins estiment que cette fièvre hémorragique est véhiculée par les réfugiés. Famine, guerre, maladie et peut-être épidémie. Non, décidément, le sort n'épargne rien au peuple afghan. George Bush a annoncé tout à l'heure un nouveau plan d'assistance humanitaire de près de 305 millions d'euros, 2 milliards de francs pour le peuple afghan. Régulièrement, de nouveaux témoignages sur la catastrophe du 11 septembre sont diffusés par les médias américains. Des radios amateurs ont ainsi capté les derniers appels, les derniers échanges des sauveteurs juste avant l'effondrement des tours. Yann Fronty. New York, 11 septembre, les tours du World Trade Center sont en flammes. Pas pour longtemps, 10h05, elles s'écroulent comme un modeste château de cartes. Prise au piège, il y a les pompiers, les premiers secours. Au milieu du chaos, ils sont en communication avec leur base. À des milliers de kilomètres de là, des radios amateurs ont intercepté leurs cris, leurs appels désespérés. Éloignez-vous, éloignez-vous, crie un policier. L'autre tour s'est écroulé, l'autre tour s'est écroulé. Au secours, à l'aide, crient ceux présents sur le terrain. C'est la confusion la plus totale. Les opérateurs du central ne savent plus quoi faire, bafouillent, tentent de réconforter leurs équipiers. La tour est tombée. Centrale, 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 elle s'est effondrée. La deuxième s'est effondrée. Où êtes-vous les enfants ? Ce jour-là, 343 pompiers et 56 policiers ont été portés disparus. Depuis plus de 3 semaines, au milieu des décombres, les sauveteurs continuent de faire leur possible, même s'il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants. L'enquête en France, les policiers continuent de s'intéresser au réseau de Djamel Begal, qui préparait, vous le savez, des attentats sur notre sol, à ses réseaux et à son parcours aussi de Corbeil-Essonnes aux mosquées islamistes de Grande-Bretagne. Enquête Patrick Fandiot, Patrice Brugère. On se croirait presque dans un de ces pays du Moyen-Orient où on ne badine pas avec la charia, la loi islamique. Mais nous ne sommes qu'au centre de l'Angleterre, dans les rues de Leicester. Dans le quartier musulman, la plupart des femmes ne sortent qu'entièrement couvertes. C'est dans cette ville que le réseau français lié à Oussama Ben Laden avait établi une base de repli, un quartier résidentiel. Dans cet appartement, Kamel Daoudi, le lieutenant de Djamel Begal, s'était réfugié après avoir fui la France il y a 2 semaines. Il a été arrêté avec 2 autres complices, des hommes qui vivaient discrètement. Il m'avait l'air un peu rustre. Il faisait des courses chez moi pour de petites sommes. Il me parlait presque jamais. J'ai été très choqué quand j'ai appris qu'il faisait partie de ce réseau. Dans ce pays pacifique, ces gens-là donnent une mauvaise image des musulmans. La plus grande des 15 mosquées et salles de prière de la ville. Les enquêteurs français pensent que Djamel Begal et Kamel Daoudi auraient pu se rencontrer ici il y a quelques années. La mosquée n'a pas la réputation d'être intégriste, mais on y accueille tout le monde à bras ouverts. Cet homme dit qu'ici, on ne demande des comptes à personne. La mosquée est un lieu de prière. Ce qui est important, c'est juste de prier et de partir. Policiers anglais et français cherchent encore à savoir qui finançait ce réseau en Angleterre. Ce n'est pas un hasard si Djamel Begal et Kamel Daoudi avaient une base logistique ici en Grande-Bretagne. Si l'on en croit la presse britannique, il y aurait dans le pays près de 200 membres de réseau Ben Laden, des réseaux dormants à la disposition du milliardaire saoudien pour d'éventuelles attaques terroristes en Europe. Retour maintenant sur le durcissement du plan Vigipirate annoncé hier par Lionel Jospin. Des nouvelles mesures considérées comme attentatoires aux libertés individuelles, estiment certaines associations. Le détail et la controverse, Loïc Delamornay. Le gouvernement veut étendre les mesures de contrôle dans 3 domaines. D'abord, les fouilles au corps et autres perquisitions de voitures et domiciles seront facilitées pour les policiers et les gendarmes. Jusqu'ici, elles n'étaient possibles que pour les douaniers ou pour des policiers dans le cadre d'une enquête bien précise. Ensuite, des contrôles pourront être réalisés directement par des vigiles ou des agents de sécurité, notamment pour l'accès aux lieux publics. C'est une nouveauté. En temps normal, ces personnels ne pouvaient pas contrôler un individu sans son accord.
Enfin, un contrôle élargi du courrier électronique et de certains sites internet devrait permettre aux juges d'enquêter plus facilement sur les réseaux terroristes. Mais lutte antiterroriste ou mesures liberticides, certaines organisations tirent la sonnette d'alarme. Vous ne pouvez pas envisager une société où les policiers vont venir chez vous à tout moment. En termes de prévention, vous voyez, ça c'est complètement anticonstitutionnel. On a l'impression qu'il va y avoir de vastes coups de filet et que ce seront des coups d'épée dans l'eau. Toutes ces mesures ne sont pourtant pas inédites. Les procureurs utilisent déjà ponctuellement ce type de dispositif autour de grandes manifestations sportives par exemple. En fait, les nouvelles mesures, qui seront toujours soumises au contrôle d'un juge, assouplissent les règles de procédure. Une aubaine pour les syndicats de police. Nous espérons que ça va permettre, au-delà de ces événements tragiques, de pouvoir nous permettre de travailler plus efficacement sur la délinquance au quotidien, celle qui intéresse le plus les Français. Mais avant d'appliquer ces mesures, le gouvernement devra attendre les probables amendements et les allers-retours sur ce sujet sensible entre les deux chambres du Parlement. Toulouse maintenant, on attend toujours les indices promis par la justice et qui accréditeraient la thèse de l'accident. En leur absence, toutes les hypothèses sont échafaudées. Selon l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, les enquêteurs seraient sur une nouvelle piste, celle d'un Français d'origine tunisienne, déjà connu des services de police et embauché 5 jours plus tôt à l'usine. Voici sur ce sujet notre contre-enquête. Elle est signée Zindine Boudaoud, Fanny Auvergne et Marine Masson. Roland Card est un homme en colère. Il n'admet pas que son beau-frère, tué dans l'explosion de l'usine AZF, soit désigné par certains médias comme un militant islamiste, donc un suspect en puissance. On a été choqués au départ, choqués par la mort de mon beau-frère, puis la mort de tous ces gens et puis toutes ces victimes. On a été choqués, comme tout le monde. Maintenant, on l'est encore plus, mais en même temps, on a la haine. On a la haine, franchement, ouais. La haine de voir que... Parce qu'il est mort, hein. Alors si on ne prend pas ses patins, personne ne le fera. Alors il est mort, en plus il était bien noir, quoi. On se dit, bon, mais celui-là, il va porter le chapeau. Et ça, c'est dégueulasse. C'est à la Reinerie, au cœur de ce quartier populaire, dans la mosquée Salam, qu'Hassan Jandoubi est censé avoir été recruté. Problème, personne ne l'a jamais vu, ni ici, ni dans les autres lieux de prière, à Toulouse ou dans la région. On a fait une petite enquête pour savoir si cette personne, on s'est avéré que cette personne ne vient pas à la mosquée, il n'est même pas un fidèle, il n'est même pas un pratiquant, il ne fait même pas la prière. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils ont amené ces informations. La perquisition menée vendredi à son domicile et les auditions de son entourage remettent en question les rumeurs selon lesquelles Jandoubi aurait appartenu à un réseau islamiste. Plutôt bon vivant, le jeune homme n'était d'ailleurs fiché par aucun service de renseignement. C'est la découverte de son corps dans les décombres de l'usine AZF qui a déclenché la curiosité des policiers. L'intérimaire portait 4 sous-vêtements et 2 pantalons, une bizarrerie vestimentaire que certains ont rapproché de la tenue des kamikazes islamistes. Mais une piste évacuée par les enquêteurs après l'audition de sa compagne et même, selon nos informations, celle du recteur de la mosquée de Paris. Pour les policiers, Hassan Jandoubi ne serait qu'une des victimes de la catastrophe, les policiers qui privilégient toujours deux pistes, l'acte de malveillance ou l'accident. Ce matin, Yves Cochet, le ministre de l'Environnement, l'a répété. Aucune hypothèse n'a été écartée, y compris l'origine terroriste, dit-il. Depuis quelques semaines, depuis cette catastrophe, chacun a pris conscience des impératifs de la sécurité civile. Les pompiers eux-mêmes demandent un grand débat sur le sujet à l'occasion de leur 108e congrès qui s'est ouvert aujourd'hui. Ils sont plus de 200 000 en France, professionnels et volontaires, et le risque industriel est devenu l'une de leurs priorités. À Bordeaux, David Bazier, Philippe Dumail. Intervention dans la zone industrielle de Bordeaux ce matin. Une cuve d'acide chlorhydrique s'est renversée accidentellement dans cette entreprise. Le risque chimique est réel. Scaphandres et bouteilles à oxygène sur le dos, les pompiers décontaminent le site. Et on prend toujours toutes les précautions nécessaires à faire l'intervention. Parce que bon, déjà on ne sait jamais vraiment la nature des produits. Car pour les pompiers, la particularité de l'intervention en milieu industriel, ce sont les réactions imprévues des produits que l'on combat, comme ici, à l'exercice. À Bordeaux, 2 casernes sont spécialisées dans le risque industriel. Des pompiers qui ressemblent de plus en plus à des extraterrestres, car plus l'industrie progresse, plus les interventions sont complexes, et bien souvent, ils doivent être guidés par des experts chimistes. Il est indispensable de mettre en œuvre un réseau d'experts autour de nous pour gérer au mieux l'accident. Parce que les sapeurs-pompiers ne produisent pas de produits chimiques, n'en transportent pas, mais ont à les gérer en conditions accidentelles, ce qui est particulièrement difficile. Retour de mission. L'accident de ce matin a été vite maîtrisé. Sur une agglomération comme Bordeaux, ces pompiers en scaphandre font 200 interventions par an.
L'usine de Toulouse, vous le savez, était la propriété de Total Fina, le groupe décidément exposé aux critiques puisque l'affaire de l'Erika ressurgit avec ce rapport d'experts commandé par la justice qui pourrait ouvrir la voie à des mises en examen. Il est sévère pour la compagnie, il l'est aussi pour les services de l'État. Éric Mézy. On aurait pu, on aurait dû éviter ça si tous les acteurs de la catastrophe avaient respecté les règles. Ce sont les conclusions d'un rapport accablant pour la compagnie Total, l'État français, le commandant et la société RINA qui contrôlait le navire. Avant le procès, ce document remis au juge d'instruction sonne déjà comme une victoire pour les parties civiles. Nous pensons donc que nous allons pouvoir obtenir l'indemnisation complète, c'est-à-dire plusieurs milliards de plus que le plafond du FIPOL, et que ces milliards seront payés car nous nous adressons à des gens solvables. Pour la première fois, Total est officiellement mis en cause. Le navire qui n'avait pas été inspecté récemment n'aurait pas dû être agréé, apte à naviguer. Deuxièmement, le chargement autorisé était dépassé. Pour les experts, les pouvoirs publics sont eux aussi fautifs. Ils notent « Le préfet maritime a jugé prématurément qu'il s'agissait d'une fausse alerte ». Il y a un an déjà, une précédente expertise établissait que le mauvais état de la coque rendait l'accident inévitable. Les faiblesses de la structure du navire étaient telles qu'il n'aurait pas été capable de soutenir les contraintes qu'une mer formée lui faisait supporter. Ce nouveau rapport va sans doute accélérer les choses. Les victimes espèrent que les principaux responsables seront bientôt mis en examen. La Corse en bref, Jean-Guy Talamoni, à nouveau entendu dans l'enquête sur l'assassinat de Jean-Michel Rossi et à nouveau très mécontent. Nous sommes totalement étrangers à cette affaire, a répété le leader politique des nationalistes à sa sortie du palais. On veut porter préjudice aux intérêts que nous défendons. Fin de citation. L'Assemblée nationale vote en première lecture l'accès direct des patients à leur dossier médical. Il ne sera plus nécessaire de passer par un médecin. La consultation sera gratuite et devra intervenir au plus tard 8 jours après la demande. Le texte va être maintenant discuté au Sénat. Économie, l'euro, avec une histoire belge. Un instituteur a pu, par erreur, se procurer un kit euro qui ne devait être distribué que beaucoup plus tard. Il en a fait profiter ses élèves. Un test grandeur nature plutôt positif. Nathalie Moisan, Aurélie Legrand. Plus tard, ces petits Belges pourront se vanter d'avoir été les premiers d'Europe à manipuler de vrais euros sans le savoir. Ils croyaient que c'était une blague, mais c'était pas des blagues. Ils sont téléphonés au directeur et le directeur a même raconté que c'était vrai tout ça. À l'origine de la gaffe, le zèle de ce directeur d'école qui avait décidé dès le 15 septembre d'acheter des euros. Achat effectué sans difficulté à la poste. Après 15 jours d'utilisation, l'erreur est découverte totalement par hasard. Le soir, j'étais en train, avec des amis, de jouer du basket, du sport. Et après le sport, on aime bien de boire un petit coup. Et alors je dis, bon, c'est mon tour, c'est combien en euros? Et on était étonnés, qu'est-ce que tu dis là, Cette première se révèle alors une énorme gaffe. La Poste n'aurait pas dû vendre ses kits avant le 15 décembre. Le directeur est assailli par les médias. Être dans tous les journaux, ou bien sur la première ou la deuxième page, il n'y a encore pas beaucoup de ministres qui ont fait une chose pareille. Au bureau de poste, les employés fautifs ont été suspendus et ils ne sont pas les seuls à être punis. Le ministre des Finances, donc ici, nous a informé que nous allions devoir payer une amende dans le cas où tous les kits n'étaient pas retrouvés. Mais en plus pour des raisons de sécurité, il est important de retrouver ces kits. Car 3 mini-kits en euros sont toujours dans la nature. En quelques jours, la Poste belge en avait quand même vendu 27. En bref encore, Swissair reprend ses vols grâce à une enveloppe d'urgence débloquée par le gouvernement suisse. La compagnie n'assure toutefois qu'un tiers de ses liaisons habituelles. Sport, la rencontre du football et de l'histoire avec pour la première fois un match France-Algérie. Ce sera après-demain au Stade de France. Pourquoi avoir attendu presque 40 ans? Il y a le hasard, mais pas seulement. Alain Vernon, Joseph Vachtik. Samedi soir au Stade de France, le cœur de l'Algérie va battre très fort. Car cela fait 40 ans que ce pays attend ce match. Depuis l'indépendance, le football a joué un rôle important pour les dirigeants du FLN. Le 13 avril 1958, les meilleurs joueurs français d'origine algérienne, dont plusieurs internationaux, quittent clandestinement la France pour Rome, puis Tunis et l'état-major du FLN. Entre une carrière dorée en Europe et la révolution algérienne, les joueurs ont choisi. L'Algérie avait besoin de nous. C'est la raison pour laquelle la plupart des joueurs professionnels n'ont pas ils ont accepté
de se rejoindre en Tunisie. À 31 ans, Mustapha Zitouni est capitaine de l'équipe du FLN qui sera le porte-drapeau du mouvement de libération de 58 à 62. Après l'indépendance, le foot algérien est enfin reconnu par la FIFA. 20 ans plus tard, à la Coupe du Monde en Espagne, Daleb, Assad et Belloumi battent la Grande Allemagne. C'est l'heure de gloire de l'Algérie, dont l'entraîneur actuel n'est autre que le génial Rabat Madjer. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens jouent dans le championnat de France. Ce match est un match entre Zidane et ses copains. Zizou contre ses compatriotes de sang, comme je dis bien, c'est un match dans la cour d'école. Lorsque le bus des Algériens entrera au Stade de France, on aura peut-être refermé une page d'histoire douloureuse. Et voici les images du premier entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine, avec une petite inquiétude concernant précisément Zinedine Zidane. Il souffre d'une élongation à la cuisse gauche et n'est pas sûr de jouer. On a compris pourtant que pour lui, ce match-là n'était pas comme les autres. On l'écoute. Avant tout, c'est un match historique. La France n'a jamais joué contre l'Algérie. Et puis comme tout le monde le sait, ou comme tout le monde ne le sait pas, je suis d'origine algérienne et fier de l'être. Et c'est vrai qu'il y aura quelque part un petit pincement au cœur quand je vais rentrer sur le terrain. Juste avant de refermer ce journal, on retourne à Moscou retrouver Dominique Derda. Je vous rappelle qu'un avion de ligne qui reliait Israël à la Sibérie a été abattu par un missile. 77 personnes à bord, pas de survivants. Il s'agirait d'une erreur lors de manœuvres de l'armée ukrainienne. Dominique, est-ce que vous avez de nouvelles informations ? Eh bien écoutez David, la dernière réaction en date est celle de Vladimir Poutine, le président russe, qui vient de déclarer qu'il ne croyait pas, lui, à l'hypothèse d'un tir accidentel d'un missile ukrainien et d'affirmer qu'il fallait attendre les conclusions de l'enquête. À Kiev, en revanche, silence radio, on se borne pour l'instant toujours au même communiqué qui nie toute responsabilité dans la catastrophe, mais qui ne suffit pas loin de là à lever le soupçon. Le président Kouchma vient, lui, sans autre commentaire, d'adresser ses condoléances aux familles des victimes. Merci Dominique. La thèse de l'accident, toujours privilégiée donc semble-t-il, mais vous l'avez compris, avec beaucoup d'incertitudes. Et puis à l'instant, Ariel Sharon, qui tenait une conférence de presse, indique que la coopération Russie-Israël est totale dans cette enquête. Il indique aussi que le cessez-le-feu n'est plus considéré comme un devoir pour Israël ce soir. Ne tentez pas de vous entendre avec les Arabes sur notre dos, lance-t-il aux États-Unis. Ariel Sharon, il y a un instant. L'autre titre de l'actualité de ce soir, je vous le rappelle, les accusations contre Ben Laden se précisent. Jacques Chirac le désigne nommément, Tony Blair livre de nouveaux éléments et surtout le Pakistan se dit à présent convaincu de sa culpabilité. À suivre la météo, Isabelle Martinet, 20h55, envoyé spécial avec Françoise Joly, la guerre ethnique en Afghanistan. Campus, John Le Carré sera l'invité de Guillaume Durand. Minuit 30, l'édition de la nuit, Laurence Piquet. 13h, Daniel Bilalian. 20h demain, Béatrice Schoenberg. Tout de suite, question ouverte, Olivier Mazerolle, Alain Duhamel reçoivent Jack Lang. À lundi. Merci.